Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Merci, merci Claude Régis d'avoir accepté ce mot à mot. Et le premier mot que je voulais vous proposer, c'est cérémonie. C'est un peu cérémonieux. Ça me... Je ne voudrais pas qu'on tombe dans l'idée que ce spectacle, ou mon travail en général, est quelque chose de cérémonial, qu'il y ait quelque chose de rituel, qu'il y ait quelque chose qui ressemble à du sacré, parce qu'on parle de quelque chose de complètement secret, qui est la mort. Il n'y a pas plus inconnu que la mort. Donc on l'approche comme on peut l'approcher, et dans mes derniers spectacles, dans La Barque le soir, il en était aussi beaucoup question. Il en était d'ailleurs, je crois, question dans tous mes spectacles. Je pense que si on analyse un peu les thématiques de l'ensemble sur 60 ans, il y a beaucoup de sujets qui touchent à la mort, et en même temps, en général, on touche toujours à la folie. Et il me semble que ce sont deux limites de l'être humain et deux contrepoids qui sont très importants. Que la mort est un contrepoids de réflexion très important sur ce qu'on peut penser de la vie. Et je pense que la confiance excessive dans la raison, dans le raisonnable ou dans la soi-disant sagesse fait beaucoup de dégâts dans l'humanité, et il faut rétablir l'importance de la folie. Sans elle, l'intelligence n'en serait pas où elle en est. Donc ces deux thèmes servent en fait à rééquilibrer pour moi la vision du monde qui est en général répandue dans les sociétés. Vous parlez de folie, je cite Marcel Gauchet, que je citais l'autre jour avec Olivier Py. Et Marcel Gauchet avait cette formule, il disait « Le fou est fou, mais il est non pareil. Non pas je suis fou comme le fou, mais en quoi puis-je être fou au-delà de ce qui m'en garde ?» Voilà, il y avait cette belle formule sur la réhabilitation de la folie chez Marcel Gauchet. On continue ce mot à mot avec un deuxième mot qui est l'opposé même de ce dont on vient de parler, c'est l'immédiateté. Et derrière le mot immédiateté, je mets le mot ou l'expression néolibéralisme. Qu'est-ce que vous faites avec l'immédiateté contemporaine? Qu'est-ce que vous appelez l'immédiateté contemporaine? Le numérique, la non-attention à toute chose, l'impossibilité de se concentrer sur quelque chose, de s'investir dans quelque chose, puisque la société... Ben, je réagis très très fort, évidemment, je suis un combattant. Merci, Claude. Sur ce terrain, je suis vraiment un combattant. Je pense d'ailleurs que dans l'entreprise de ce spectacle qui s'appelle Intérieur, il y a une volonté absolue de prendre le monde à contre-pied de ce qu'il est en train de devenir, c'est-à-dire de travailler sur la lenteur, une lenteur extrême, qui est une façon d'étirer le temps et d'agrandir l'espace, et de créer un autre rapport entre le temps et l'espace, ce qui, sans que les gens s'en aperçoivent, est une révolution intérieure de très grande dimension. Il s'agit donc d'aller à l'envers de l'agitation, du bruit, de la vitesse, de la précipitation, et aussi de la distraction permanente, de la sollicitation des machines. On croyait que c'était de la science-fiction, c'est le réel. On est complètement dans la dépendance, on n'a plus de tranquillité, on n'a plus d'espace de liberté en fait. Donc cette entreprise, tout en parlant de cette chose qui est un absolu, puisque c'est l'inconnu absolu, je veux dire la mort, cette chose a aussi la subversion
de prendre la société, les sociétés modernes, complètement à contre-pied, et de découvrir à quel point le silence est un langage, à quel point il parle, à quel point il enseigne, à quel point il renseigne, et de voir que de faire silence en soi-même, d'écouter cette espèce de voix muette dont on ne sait rien, je ne peux pas du tout, je parle pas parfois d'inconscient, mais il ne s'agit pas du tout de l'inconscient des psychanalystes, et je pense d'ailleurs avec certains d'eux qu'il y a une part de l'inconscient qui est au-delà de ce qu'on appelle ou de ce qu'on croit être l'inconscient d'habitude. Et c'est dans ces régions-là tout à fait inconnues, c'est-à-dire pour ça, pour que je m'intéresse à la mort, parce que justement c'est la totalité d'un territoire intouchable. On ne peut pas l'atteindre, je veux dire par là. Et pourtant, justement, ça nous apprend, ces approches de la connaissance de la mort, ça nous apprend qu'on peut connaître au-delà de la connaissance et qu'on peut parler au-delà de ce qu'on croit raisonnable. Pas évident. Mais pour moi, c'est évident. Ça me semble assez évident. Il suffit de faire attention. Le problème, c'est que nos sociétés ne font plus attention à rien. Il faut s'arrêter un petit peu. Le mot qui viendrait derrière, avant qu'on aille chercher intérieur Maeterlinck et cette deuxième fois que vous attaquez ce texte-là, c'est le mot méditation. Parce que l'effet que peut provoquer votre proposition actuelle d'intérieur, ça peut avoir une similitude avec ce qui se passe dans la méditation, c'est-à-dire un rapport à l'espace et au temps complètement différé et différent, et une compression du temps. Et vous réussissez de ce point de vue-là merveilleusement à comprimer le temps. Donc je vous offre le mot méditation. Si j'arrive à le comprimer, c'est en lui faisant subir une extension. Sa réalité. Tout à fait exceptionnelle, enfin rarement utilisée, je crois. Moi-même, il me semble que je ne suis jamais allé si loin dans le ralenti, par exemple. Et plus je travaillais sur ce spectacle, plus je m'enfonçais dans le ralenti, plus j'en voyais la force et la nécessité et les significations diverses. Ralenti des corps, ralenti de la parole qui est portée par des acteurs japonais. Donc là, il y a un travail sur le ralenti à tous les niveaux de l'expression théâtrale. Oui, le ralenti de la parole, il est très travaillé depuis plusieurs années. Et spécialement ces dernières années, les 3 ou 4 derniers spectacles, je me suis aperçu que j'ai des manuscrits qui ne dépassent pas 8 à 10 pages. L'intérieur arrive à 11 pages. Pour 1h30, pour une heure non, parce qu'on compte l'entrée dans le spectacle, mais le spectacle lui-même fait entre 1h15 et 1h18 à peu près. Mais enfin, 8 pages en 1h15, ça fait quand même très peu de mots délivrés à la minute. Ça veut dire qu'il y a un espace réservé au silence et à l'expression par le silence. Mais il y a une découverte plus personnelle que j'ai cru faire, c'est comment parler sans oblitérer le silence, c'est-à-dire comment faire entendre le bruit des mots et le bruit de la parole et garder quand même l'idée de silence pendant qu'on fait ce bruit-là. Je ne parle pas naturellement, enfin j'en parle aussi, mais du silence qui précède la prise de parole, qui est très important parce qu'on ne prend pas la parole de la même façon après un temps de silence. Et il y a naturellement le silence après la parole qui fait écho, qui fait chambre d'écho, où le prolongement muet du texte peut se développer à l'infini. Donc le silence qui m'intéresse le plus, parce que c'est le plus difficile, c'est de trouver comment faire du silence en faisant du bruit. C'est-à-dire ne pas casser le silence par la parole. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire avec les acteurs, ceux qui en ont
le désir et la possibilité, ce qui n'est pas du tout fréquent. Dans l'enseignement, ça ne s'enseigne pas, et dans la profession, ça ne se pratique pas. Alors, évidemment, par rapport à ce que vous venez de dire, le mot suivant est exigence. Exigence par rapport aux acteurs, par rapport aux comédiens. Quelle est-elle? Ben, justement, c'est de leur faire faire cette expérience-là. Et peut-être qu'avec les acteurs japonais, j'ai rencontré un terrain plus facile qu'avec les acteurs de nos régions qui sont, comme vous le savez, infestés de rationalisme, qui est un des poisons les plus pernicieux de notre époque. Et d'ailleurs, il y a une imposture d'un certain rationaliste qui se donne l'apparence de la raison et qui en fait est simplement enfoncé dans la stupidité. Vous êtes dur. Ben, je crois qu'il faut être dur parce que les temps sont très durs. Les temps sont très durs et ce qu'on fait subir aux sociétés en ce moment, sans parler de la régression totale, de la sauvagerie, de la permanence des guerres. Enfin, je ne vois pas tellement ou comment on peut se vanter que la modernité est parallèle à une idée de progrès. Je ne vois au contraire qu'une destruction progressive. C'est comme des bêtes qui seraient dans nos organes et qui les rongent, y compris le cerveau, et qui les rongent progressivement. J'ai l'impression que nous sommes habités de rats voraces et que l'humain est en train de s'auto-détruire à une vitesse tout à fait alarmante. Je ne suis pas pessimiste. J'entends bien. J'entends bien. Je lis trois expressions en 3 mots. Je lis tragique quotidien, je lis révolution et je lis Maeterlinck, dont on dira au passage qu'il fut prix Nobel en 1911. Ben, on peut lier déjà Maeterlinck et tragique quotidien, puisque c'est un titre de ses ouvrages et c'est évidemment très important. Il faut se souvenir que l'intérieur est un des 3 textes de Maeterlinck qui a été sous-titré Drame pour marionnettes. Il n'y en a que 3. Donc, si, avant Craig d'ailleurs, et avant Artaud, Maeterlinck a pensé qu'il fallait retirer l'acteur de la scène. Il dit que quand l'acteur entre en scène, par exemple pour une représentation d'Hamlet, c'est terminé, le texte est terminé. Que toute la rêverie qu'on a pu faire en le lisant est complètement détruite par le corps envahissant et complètement dans l'erreur par rapport à ce qu'il croit être l'interprétation, qui est en fait une destruction de l'œuvre. Ce que beaucoup plus récemment Duras exprimait en disant l'acteur n'aide pas le texte, il tue le texte. Des formules rapides et violentes. À l'emporte-pièce, pour le coup. De quelle pièce Quelle pièce on emporte, je ne sais pas. Donc révolution, tragique quotidien. Le tragique quotidien, c'est donc très important parce qu'il s'agit de. Maeterlinck s'est expliqué très clairement, c'est-à-dire qu'il disait il n'est pas nécessaire d'avoir des épées, de transpercer des corps, de voir couler du sang, d'empoisonner des gens, de voir des cruautés et des amoncellements de cadavres sur le plateau pour toucher au tragique. Et que c'est peut-être dans le calme d'une soirée, d'une famille qui passe le temps à ne rien faire, et qui ne sait pas que l'enfant tranquillement. Oui, mais là, il parle même pas d'un cas où un enfant serait mort. Il dit simplement qu'il y a dans le fait même de l'existence les sources de toutes sortes de drames possibles qui sont plus ou moins exprimés ou non exprimés, mais qui sont évidemment présents et dont on peut faire la matière de l'écriture et
par conséquent la matière du spectacle, mais c'est une théorie tout à fait nouvelle. Le tragique quotidien a d'ailleurs beaucoup impressionné Tchekhov et influencé l'écriture de Tchekhov. Donc c'était à cette époque très, très nouveau. Et j'ajouterais que cette guerre contre l'omniprésence des acteurs qu'on appelait à l'époque les monstres sacrés, je pense que dans notre époque, ce sont les metteurs en scène qui sont devenus abusifs et qui prennent la place de l'auteur, et ce sont eux qui, par leur volonté de spectaculaire à tout prix, tuent l'écriture, et dont ils ne se préoccupent pas, dont ils ne savent rien. Alors, comme en plus, évidemment, on ne se contente pas du tout d'écouter la part muette de l'écriture, on fait beaucoup de bruit, on fait beaucoup d'images, on fait appel à la danse, on fait appel au cirque, on fait appel aux musiciens, on fait appel aux chanteurs, on mélange tout. On dit d'ailleurs qu'on fait des œuvres d'après quelqu'un, donc on ne s'occupe plus vraiment de la personnalité qui a écrit au départ, qui est à la source de l'œuvre. L'expression, le mot suivant, c'est une expression, c'est deuxième fois. C'est la deuxième fois que vous mettez en scène intérieure. Que s'est-il passé entre les deux? Je crois que c'est passé 30 ans. 30 ans de travail, c'est-à-dire la moitié de ma vie, puisque j'ai 60 ans d'exercice de travail. Pour moi, il s'est passé ça. Ce que le travail que j'ai pu faire pendant ces 30 ans ont modifié chez moi, mais c'est complètement inconscient, j'en sais rien, je ne veux pas l'analyser. Pour moi, c'est une version tout à fait nouvelle, parce que ce sont des acteurs japonais qui amènent aussi beaucoup de choses de notre tradition, qui viennent du bunraku, qui viennent du no. Bunraku, théâtre de marionnettes, le no, un théâtre extrêmement lent aussi. Oui, il y a une certaine formation traditionnelle très ancienne, et le Japon est justement, à mon sens, exemplaire dans la mesure où ils ont su, eux, accéder à toute la modernité la plus avancée, tout en conservant des contacts avec les traditions les plus anciennes qui sont le fondement de leur civilisation. Et ça, c'est justement ce que je pense que la majorité des sociétés ne font pas, c'est-à-dire qu'ils s'engouffrent dans ce qu'ils croient nouveau, sans se rendre compte que ce n'est pas vraiment de la nouveauté d'ailleurs, et ils oublient complètement les choses essentielles qu'ils ont dans leur inconscient, qu'ils ont dans leur corps, dans leurs cellules et dans leur sang. J'ai encore deux ou trois expressions ou mots à vous proposer. Deux mots qui vont ensemble et qui ont à voir avec votre mise en scène d'intérieur. C'est le mot géométrie et c'est le mot lumière. Alors sur la géométrie, je ne peux pas dire grand-chose parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de savant. Et je suis nul dans tout ce qui touche les sciences. Je pense que la géométrie est une chose qui s'apprend quelque part. Je n'ai pas travaillé. Je pense à géométrie parce que, voyant le spectacle, il y a des perspectives qui sont étonnantes entre les personnages, entre l'intérieur de la maison et l'extérieur, ceci n'étant qu'apparence, puisque ceci n'étant mis en scène que dans la lumière. Et je trouve qu'il y a une dimension géométrique du spectacle. Bah, si vous l'appelez géométrique, je veux bien. La division qui est ici, dans cette version, n'a été faite que par la lumière, ouais. est une division entre un univers où des acteurs parlent et un autre univers, plus au deuxième plan, où les acteurs agissent, bougent, vivent, mais ne participent jamais au langage parlé, ne parlent pas du tout. Et ça, c'est bien sûr complètement visible dans le bunraku. C'est un raccord très, très évident entre Maeterlinck et le Japon, même si je n'ai pas entendu ni lu que Maeterlinck était quand même très au courant
de ce qui se passe au Japon. Et je ne pense pas que ces marionnettes, son idée de marionnettes viennent de là-bas, mais je ne peux pas non plus l'affirmer. Je ne sais pas. Mais c'est très important. Je crois que dans cette nouvelle version, je n'ai pas cherché à faire du nouveau, j'ai cherché simplement à ressentir la pièce comme je pourrais la ressentir à mon âge, après 60 ans de travail, mais sans analyser non plus ces 60 ans de travail. Il se trouve que c'est certain qu'on ne peut pas travailler 60 ans sans que quelque chose se passe, sans que quelque chose agisse sur soi. Un mot, donc sur ce qu'on fait. Un mot et un nombre. Le mot c'est soupe, la soupe de Lazare. J'aime bien cette idée. Lazare revenu d'entre les morts et dont le premier geste est de réclamer une soupe. Oui, mais il y a toujours les contraires et ce qui est important, c'est toujours d'être ambivalent parce qu'en effet, Maeterlinck a écrit un texte sur Lazare et sur la mort de Lazare, dont les Écritures disent qu'il était mort depuis 3 jours et qu'il sentait déjà, ce qui est quand même très prosaïque. Et révélateur. Alors, de la mort. Voilà, il dit en effet qu'une des premières choses qu'il a demandé à ses sœurs, qui s'appellent d'ailleurs Marthe et Marie, comme dans la pièce de Maeterlinck, l'intérieur, qu'une des premières choses qu'il a demandé, c'est à manger. Quand on redevient un corps humain, on a besoin de nourriture, la vie n'est pas possible. Mais en même temps, Maeterlinck prend bien soin de dire que de temps en temps, cet homme qui avait vécu dans la mort plusieurs jours profère des mots très mystérieux qui surprennent tout le monde et que personne ne comprend, mais qui sont justement ce que je cherche de toutes mes forces, c'est-à-dire un reliement avec l'incompréhensible et une façon d'exprimer quelque chose qui dépasserait complètement l'intelligible. Dernière question, c'est un nombre, 91. Ah, vous voulez parler de mon âge? Peut-être. Ça, non, c'est pas une date historique, donc. Oui, ben c'est un cadeau très ingrat que de vieillir, parce qu'on n'est pas sûr de vieillir en bon état. Et de toute façon, l'état intérieur change. Alors là aussi, on est dans la contradiction totale, c'est-à-dire qu'on est dans un appauvrissement des forces et on est dans un enrichissement de tout ce qu'on a pu rencontrer pendant la très longue période pendant laquelle on a vécu, avec cet amusement qu'on ne sait pas du tout si cette période est durable ou très, 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 très provisoire. Ça, c'est assez amusant. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.